Salut à tous, ici le Fossoyeur et aujourd'hui on va parler d'un genre bien particulier de déterrage. Celui qui consiste à récupérer des films, leur tirer violemment la peau derrière la tête et y coller allègrement des pinces à linge un peu partout. Gloire à cette métaphore d'une rare subtilité car vous m'avez compris. Ou vous avez tout simplement lu le titre de la vidéo, c'est aussi une hypothèse valable. Mesdames et messieurs, les remakes. Oui voilà, visuel, bim, merci. C'est un sujet bien vaste, je ne vous le fais pas dire. Donc histoire de faire les choses dans l'ordre, déjà, qu'est-ce qu'un remake ? Eh bien, littéralement, remake signifie refaire. Voilà, c'était la chronique sur les remakes. À bientôt. Qu'est-ce qu'on se marre ? Pour faire court, un remake, ça consiste à reprendre le scénario d'un film préexistant, puis d'en réaliser une nouvelle version. Jusque-là, c'est plutôt simple. Mais en fait, pas tant que ça. La simplicité est une illusion, les amis. Le monde aussi, mais c'est une autre histoire. Bordel. Dans certains cas, la notion de remake peut même s'avérer très floue. Par exemple, prenons le cas de Star Wars épisode 4 de George Lucas et pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Leurs structures respectives sont calquées sur deux œuvres d'Akira Kurosawa qui n'ont pourtant pas grand chose à voir avec l'Ouest américain ou les confins de la galaxie, La Forteresse Cachée et Yojimbo. Beaucoup de gens décrivent les films de Lucas et Leone comme des remakes, mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt considérer que ce qu'ils ont puisé dans le Japon médiéval de Kurosawa est une simple inspiration ? Au-delà des gros points communs narratifs que leurs réalisateurs ont d'ailleurs été les premiers à reconnaître, Star Wars et pour une poignée de dollars opèrent dans des genres très différents des films de Kurosawa, avec des codes et des enjeux bien distincts. Donc leur statut de remake, oui et non. Il ne faut pas perdre de vue qu'il existe un nombre limité de structures d'histoire, et je pense qu'on peut facilement dire que depuis l'aube de l'humanité, toutes ont plus ou moins été racontées. Ce qui va les différencier, c'est surtout la manière de les traiter. Donc si on commence à hurler dès que deux films ont des constructions similaires, autant craquer tout de suite une durite et considérer que 99% de la production mondiale est constituée de remakes non officiels. Attends, mais c'est carrément un remake de la Bible en fait. Ils vont raquer niveau droit d'auteur. A l'inverse, on a aussi le cas des films qui ne se présentent pas comme des remakes, mais qui finalement en sont carrément. Et oui, c'est toi que je regarde là. C'est gênant. The Thing version 2011, c'est probablement l'illustration la plus frappante de ce cas. Officiellement, c'est une préquelle à The Thing de John Carpenter, qui était d'ailleurs lui-même un remake de La Chose d'un autre monde. Le film prétend raconter une histoire originale en s'attardant sur des personnages qui étaient jusque-là uniquement évoqués dans la version de Carpenter. Mais dans les faits, il en pille absolument toute la substance, que ce soit dans l'esthétique, l'ambiance, la structure narrative, les coups de théâtre, les braves barbes, les chemises à carreaux, les mines déconfites ou encore ce putain de flocon de neige. Tu crois que je t'ai pas grillé, c'est ça ? Remake. On a aussi le cas de Predators. Officiellement, ce troisième volet de la série, car oui, ça c'est autre chose, est une histoire complètement indépendante des deux premiers films, avec une brochette de nouveaux personnages parachutés dans un système extraterrestre. Et officieusement, c'est une copie conforme du premier. Même motif sonore, même jungle étouffante, même déroulé, même gestion du suspense, mêmes effets dramatiques, et on a même droit à Adrian Brody qui nous fait une version de Schwarzenegger à qui on aurait coupé les réserves de jambon. Intimidation physique, Remake. Le remake, c'est donc une notion qui peut rapidement devenir assez floue. Alors pour y voir plus clair, revenons plutôt à la base. D'où vient cette nécessité de refaire une œuvre ? S'il s'agissait seulement de re-raconter une histoire pour le pur plaisir d'en faire à nouveau l'expérience, ça ne justifierait pas de produire carrément des remakes. On regarderait simplement à nouveau le film d'origine. Mais là, non, c'est autre chose. Le remake est avant tout conçu dans une optique de transmission, puisqu'il consiste à rendre accessible à un nouveau public une histoire dont la version précédente est jugée trop datée ou confidentielle. Son défi principal sera donc d'arriver à combler l'écart qui existe entre le contexte précédent et le contexte actuel. Vous le savez, j'adore énumérer des trucs. 1. J'ai donc listé 4 types d'écarts qui peuvent justifier la création d'un remake. Premièrement, l'écart culturel. Chaque film est produit dans un contexte culturel particulier. Dans certains cas, une œuvre pourra donc laisser sur la touche les spectateurs qui y sont extérieurs, ce qui pourra justifier la création d'un remake pour rendre le message plus compréhensible. On peut par exemple citer Michael Haneke qui a lui-même réalisé le remake américain de son Funny Games en amenant ces thématiques dans un environnement où elles sont carrément renouvelées, en l'occurrence l'Amérique et son rapport un tantinet psychotique à la violence. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il existe beaucoup plus de remakes américains basés sur des films étrangers que le contraire. Étant donné que les codes culturels des États-Unis sont les plus diffusés sur la planète, il y aura quand même peu de chances qu'un film américain soit moins compréhensible hors de ses frontières. Donc mon référent culturel, vous le carrez bien profond dans le... Deuxièmement, on a l'écart de langage cinématographique. Car oui, le cinéma c'est un langage, et comme tout langage, il évolue d'une période à une autre. Épouvantable cuistre, je ne saurais tolérer un instant de plus vos désolantes allégations. Enculé. Prenez Scarface, la version de Howard Hawks sortie en 1932 et la version de Brian De Palma sortie en 1983. Deux excellents films qui racontent peu ou prou la même chose, mais avec un style, un ton, un rythme et une écriture radicalement différents. Autre époque, autre style.
Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un peu spécifique au cinéma, ça. Par exemple, on ne va pas réécrire un livre simplement parce que son vocabulaire est dépassé. Effectivement. Ça répond à votre question ? En troisième position, on a l'écart thématique. Selon les réalisateurs et les époques, on pourra avoir des visions différentes d'un même matériau de base. Prenez L'invasion des profanateurs de Sépulture de Don Siegel, sorti en 1956, un film de science-fiction paranoïaque qui raconte comment des extraterrestres envahissent secrètement la planète en remplaçant progressivement les êtres humains. Jusqu'à aujourd'hui, le film a connu pas moins de 3 remakes. Qu'est-ce qui justifie tellement de versions ? Eh bien, d'un contexte à un autre, ces thématiques se sont renouvelées, depuis la parabole sur le supposé péril communiste des années 50, jusqu'à la dénonciation des guerres du Golfe et d'Irak, en passant par l'idée du complot gouvernemental. Et enfin, en quatrième position, on a l'écart de qualité. Là, c'est simple, un réalisateur pourra adopter l'exacte même démarche que celle du film d'origine, mais pour en livrer une meilleure version. True Lies, qui est un remake de La Totale, en est un bon exemple. Plus drôle, plus fort, plus fou. Bon après, le truc c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Ce film est une merde, je vais le refaire en mieux. Ce nouveau film est aussi une merde. Bon, c'est l'intention qui compte, non ? Non. Donc sur le papier, la démarche de faire un remake, c'est quelque chose de très louable. Il s'agit de réadapter une histoire pour l'enrichir de nouvelles dimensions. Sur le papier. Oui, dans la réalité, c'est autre chose, car la réalité est bien souvent une pute borne qui nous soufflette d'un revers de sa main gantée de lambeaux de cuir bon marché. Faut que je la note celle-là. Aujourd'hui, les remakes ont mauvaise réputation, c'est un fait irréfutable. Donc n'essayez pas de le réfuter, je vois très bien que vous êtes en train d'essayer. Niveau remake raté, oula, il y en a eu des pots cassés. Beaucoup. Une farandole de pots cassés. Mais pour bien comprendre le cœur du problème, penchons-nous plutôt sur quelques cas spécifiques. Bon, pas tout à fait au hasard, prenons La Cité des Anges de Brad Silberling, qui est le remake des Ailes du Désir de Wim Wenders, La Panthère Rose de Sean Levy, qui est basée sur La Panthère Rose de Blake Edwards, Rollerball de John McTiernan, qui reprend le Rollerball de Norman Jewison, ou encore Evil Dead de Fede Alvarez, qui tente de rendre hommage au Evil Dead de Sam Raimi. Donc un drame, une comédie, de la science-fiction et de l'horreur. Quel est le point commun de ces films qui sont pourtant issus de genres très différents ? Ils craignent. Exactement. Mais plus précisément, leur point commun est qu'ils ne reprennent que la surface du matériau d'origine. Pourtant, ils se basent sur des films qui sont très ancrés dans une certaine période et qui pourraient gagner à connaître de bonnes versions réactualisées. Mais là, non. Ce sont des décalques boiteux qui proposent une esthétique tout juste plus moderne, mais passent surtout complètement à côté de ce qui faisait la sève des films d'origine, autant au niveau du fond que des mécanismes de narration. Donc on prend un chef-d'œuvre existentiel pour le transformer en romance kikou-guimauve aussi avachie que la lèvre inférieure de Nicolas Cage, un sommet d'humour acide et absurde pour n'en tirer qu'une poignée de gags asthmatiques, une critique virulente du système pour en faire une satire balourde et édulcorée, et enfin un film d'ambiance glaçant pour lui retirer tout ce qui faisait son intérêt et le bombarder des jumpscares les plus putassiers de l'univers. 5 mois plus tard, j'ai encore un acouphène à l'oreille gauche. Merci Evil Dead. Ce que ces films montrent, c'est bien entendu que la principale mauvaise raison de produire un remake sera l'exploitation commerciale d'une marque, c'est-à-dire banquer sur le nom du film d'origine pour aboutir à un sous-produit consensuel et palper facilement du bifton. L'argent! Mais je reconnais cette typographie très moche. C'est pour ça qu'il y aura très peu de chances pour qu'un remake s'aventure à trop s'éloigner de l'original et à déstabiliser ses spectateurs. Une prise de risque ? Boah, y a déjà un public constitué, donc pourquoi faire ? Le plus dérangeant dans tout ça, c'est que depuis quelques années, les investisseurs misent de plus en plus sur les jeunes publics en prétendant qu'ils ne sont pas assez curieux pour voir les films d'origine, qui sont jugés trop vieux et dépassés. Et en se planquant derrière cet argument débile qui me donne une envie inexplicable de vomir rotativement sur des passants hébétés, ils en profitent pour nous balancer des insultes au bon sens dans le cynisme le plus total. Mais un film cynique ne part pas forcément avec des intentions cyniques à la base. Beaucoup de réalisateurs bien intentionnés se sont méchamment pris les pieds dans le tapis sous la pression des investisseurs et des études de marché. John McTiernan par exemple, il a complètement désavoué Rollerball. À juste titre. Une petite pensée pour toi, Johnny. Je bute le prochain qui m'envoie des oranges. Mais il y a une autre chose qui frappe dans la liste des mauvais remakes. La surreprésentation de certains genres. Déjà, l'épouvante. En quarantaine, Les Griffes de la Nuit, Antise, La Maison de l'Horreur, The Eye, Black Christmas, Damien la Malédiction, Mirrors, La Dernière Maison sur la Gauche, Vendredi 13, Fog... La comédie est aussi très présente, et notamment son versant français sur lequel Hollywood a vraiment l'air de faire une fixette. En vrac, Le Grand Blond à la chaussure noire, Un Indien dans la ville, LOL, Le Dîner de con, Taxi, Mon perso héros, La cage aux folles, L'emmerdeur, Les visiteurs, Le Père Noël est une ordure, 3 hommes et un couffin, La chèvre, Les fugitifs, Un éléphant s'est trompé énormément... Donc pourquoi cette tendance ? Favaroum ! Excusez-moi, quand je m'emporte, je bégaye en allemand. Le fait est que les films d'épouvante et des comédies, ce sont deux des genres les plus codifiés qui soient. Donc ceux qui peuvent donner l'illusion d'être les plus faciles à reproduire commercialement, étant donné que leur construction pourra presque ressembler à une formule mathématique. Sauf que... presque. Car les codes sont de fougueux coquins assez difficiles à apprivoiser. Ils relèvent de dosages très délicats, et changer même légèrement cet équilibre revient à en modifier complètement la sauce.
Si l'on ne fait pas la démarche de comprendre le contexte dans lequel les codes fonctionnent, il est donc impossible de les manier correctement, et c'est bien pour ça que tellement de remakes de films de genre pensés comme des produits à consommation rapide finissent par ressembler à d'immondes coquilles vides. Dans le cas de l'horreur, ça pourra donner de la surenchère stupide. Et dans le cas de l'humour, l'humour baigne dans des repères culturels précis, et on ne compte plus le nombre de remakes qui tombent à plat une fois que ces repères d'origine sont supprimés. Résultat, on se retrouve avec des films qui échouent à la fois à enrichir les œuvres d'origine, mais aussi à simplement copier bêtement ce qui faisait leur qualité. Bref, dans une industrie aussi sensible aux questions de fric, c'est donc forcé qu'il y ait beaucoup de mauvais remakes. Mais ce que j'aurais dû préciser, c'est que jusque-là, j'ai parlé de films qui sont, par-delà de mauvais remakes, des mauvais films tout court. Et c'est là que ça devient complexe. Ouais. Parce qu'il existe aussi un autre type de mauvais remake, les films qui sont en soi corrects, mais qui sont mauvais en tant que remake. Et plus encore que mauvais, en fait, ils sont surtout inutiles. Oh, ça clash! Je m'explique. Certains films veulent tellement prendre le contre-pied des mauvais remakes superficiels, tellement montrer leur respect envers l'œuvre d'origine que, paradoxalement, ils se mettent eux-mêmes hors sujet. Quelle que soit leur qualité filmique, ils deviennent des sortes de clones beaucoup trop sages qui n'ont aucune raison d'exister, puisqu'ils ne réactualisent absolument rien et font donc doublon avec le film de base. Aucun écart n'est comblé, si tant est bien entendu qu'il y ait un quelconque écart à combler. Non, vraiment, je crois qu'il y a une distinction cruciale à faire lorsque l'on parle de remake, celle entre la qualité et la pertinence. Un film peut être à la fois subjectivement bon et objectivement d'une inutilité totale. Prenons par exemple Psycho de Gus Van Sant, qui est une copie plan par plan du film d'Alfred Hitchcock. Bon, formellement il est superbe et son gimmick de base est a priori assez amusant, mais quel intérêt? À part montrer de manière plus explicite que dans cette scène, Norman Bates est effectivement en train de s'astiquer la nouille. Autre exemple, Let Me In, le remake américain du chef-d'œuvre vampirique suédois Morse. C'est un très joli film, assez solide et bien construit, mais qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'œuvre originale? Rien! Si le public américain avait simplement peur de lire les sous-titres, il aurait peut-être été plus rapide et moins coûteux de doubler Morse en anglais, vous croyez pas? Les intentions des remakes inutiles ne sont pas forcément malhonnêtes, mais elles ne sont pas intéressantes non plus, et c'est bien ça le problème. En fait, c'est comme être confronté à ce genre de situation. Et c'est là-dessus, mesdames et messieurs, que je conclurai cette conférence. Ouais, comme il a dit, tout pareil. Bravo, c'est génial! Mais c'est moi qui dis tout ça à la base. Ta gueule! Bien entendu, tout ça n'empêche pas de pouvoir apprécier un remake inutile dans certaines circonstances. Pris hors contexte, il peut même faire passer un bon moment. Mais globalement, pourquoi se contenter d'une flaque d'eau croupie alors qu'on peut directement boire à la source? Après, j'imagine que si ces remakes peuvent au moins faire découvrir les œuvres d'origine à certains spectateurs, c'est qu'ils n'auront pas été complètement inutiles. Mais bon, ça fait un peu cher la publicité quand même. Le cas des mauvais remakes n'est donc pas aussi simple qu'il n'y paraît, puisqu'il nous met face à des réalités assez différentes. Mais ceci étant dit, il est maintenant grand temps de laisser ces mauvais remakes de côté et d'aborder l'autre facette de la problématique. Vous êtes prêts? Non, Comment ça, non? y a plus le temps. Ah. Champagne les mecs! C'est mon premier cliffhanger! Je vais me gratter le menton, ça changera tout.